La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Depuis de nombreuses années, on prétend que la démocratie occidentale est en crise. On croit qu'il y a une crise de la représentation politique, on constate un épuisement relatif des partis de gouvernement. On constate aussi la montée de ce qu'on appelle le fameux populisme, bien qu'on prenne rarement la peine de le définir lorsqu'on s'occupe soit à le dénoncer ou quelquefois à le célébrer. On constate par ailleurs la multiplication d'élections sur le mode insurrectionnel. On peut penser par exemple à la victoire du Brexit, on peut penser aussi à la victoire de Donald Trump il y a quelques mois. Pourtant, en France, tout récemment, certains se demandaient est-ce que la France, qui est un grand laboratoire politique en Occident, est-ce que la France serait la prochaine digue à céder? Est-ce que la France, autrement dit, allait donner un autre résultat politique explosif confirmant cette crise de la démocratie occidentale? Or, à la surprise de plusieurs, ou à tout le moins au réjouissement de bien d'autres, on a vu avec la victoire d'Emmanuel Macron il y a quelques mois, certains ont vu dans cette victoire un frein au populisme, une défaite du populisme, comme s'il était désormais possible de lancer une contre-offensive contre cette vague populiste qui montrait un peu partout dans le monde occidental. Comment comprendre la situation politique des démocraties d'Europe occidentale? Comment comprendre plus largement ce phénomène populiste aujourd'hui? Pour en parler, je reçois Laurent Gaillard, qui est enseignant en classe préparatoire en France, bien évidemment, qui est collaborateur à plusieurs magazines, notamment Causeur et la Revue des Deux Mondes, et qui lancera cet automne une revue de réflexion sur les enjeux de notre temps, la revue Idiocratie. Alors bonjour, vous êtes bienvenue à La vie des idées. Bonjour et merci de me recevoir. Alors, une première question sur le cas français, sur le cas Macron, appelons ça comme ça. On a vu, certains s'attendaient à ce que la France, donc il y avait eu la Grande-Bretagne, les États-Unis, à ce que la France soit le troisième, finalement, pays à tomber d'une manière ou de l'autre, ou à tout le moins à confirmer la poussée des populismes et la crise des démocraties contemporaines. Or, la victoire de Macron en a surpris plusieurs, parce que on disait que le pays était traversé depuis de nombreuses années, non seulement par une vague populiste, mais porté par une profonde option conservatrice. Certains disaient même que la victoire de la droite était une victoire certaine. Il était inimaginable d'envisager autre chose. Certains croyaient même que le Front National pouvait l'emporter d'une manière ou de l'autre. Or, c'est un candidat progressiste déclaré, libéral décomplexé, européen et fier de l'être, qui a remporté l'élection présidentielle. Comment comprendre ce qui s'est passé en France ces derniers mois, Laurent Gaillard? Alors, tout d'abord, je commencerai par... vous avez évoqué la nécessité de définir le populisme. Je crois que c'est important de commencer par là parce que le populisme est-il définissable en fait? Je pense que si on remonte aux origines des systèmes représentatifs, il y a une défiance dans les fondateurs des systèmes représentatifs en Europe comme en Amérique vis-à-vis de ce que le peuple peut faire et provoquer. Le populisme est difficile à définir parce que par essence, le peuple est une réalité mouvante et très difficile à cerner, voire impossible. Et à partir du moment où le peuple trouve une voie pour s'incarner, eh bien, ce n'est plus vraiment tout à fait le peuple, c'est la figure qui le représente. Donc, le populisme est une réalité qui est constamment, et y compris politiquement, changeante. C'est un serpent de mer politique. Il disparaît, il revient au fil des poussées de colère, de mécontentement. En France, on pouvait penser que, en effet, ce populisme grossissait jusqu'à être capable de prendre le pouvoir par le biais du Front National. Or, il faut remettre ce phénomène dans le contexte politique français des 20 dernières années, c'est-à-dire la succession des mandats des règnes, comme on a l'habitude de dire en France, qui reste pour certains une république monarchique, des règnes de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, ce que moi j'appellerais un petit peu, ce que je comparerais un petit peu au règne des rois feignants dans l'histoire de France. C'est tout à fait, je trouve, visible chez Chirac et Hollande, qui sont tous les deux corréziens, qui incarnent tous les deux une certaine tradition politique qu'on a cru disparaître avec la 4e République, qui est celle du radical-socialisme, dont l'ombre a toujours plané sur celle de la 5e, qui sont un peu les héritiers d'une figure que je rappellerai ici, celle d'Henri Queuille, ancien président de la 4e République, qui avait qui aurait déclaré il n'y a pas de solution,
excusez-moi, il n'y a pas de problème dont une absence de solution ne puisse venir à bout. Ce qui résume assez bien, en fait, l'immobilisme qui a marqué le deuxième mandat de Chirac, le mandat de Hollande, même si c'était un peu réducteur, un peu peut-être simpliste de réduire ces mandats à cela. Néanmoins, c'est... L'immobilisme hollandien ou celui de Chirac a suscité un mécontentement qui s'est incarné dans le Front National. Mais dans le cas de Macron, je trouve que ce personnage politique, le nouveau président français, pour être élu, a su capter ce mécontentement, a su le comprendre et a su capitaliser sur ce mécontentement pour être élu, un peu comme Nicolas Sarkozy l'avait fait en 2007. Le problème qui avait été celui de Nicolas Sarkozy est que son hyper-présidence avait laissé l'impression finalement d'une hyper-impuissance qui s'était surtout nourrie de discours. Et le mécontentement suscité à l'issue du mandat de Sarkozy a alimenté la progression du Front National en 2012. En 2017, le Front National a semblé être aux portes du pouvoir. Je partageais un petit peu votre avis, c'est-à-dire que je ne pensais pas non plus que le Front National pouvait gagner les élections de 2017. En l'occurrence, il ne les a pas gagnées, il a même fait pire, c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup, finalement, le score du Front National a été moins important sans doute que celui que les pires pronostics pouvaient attendre. Alors pourquoi je pense tout d'abord que la France est dans une situation difficile et c'était mon avis avant l'issue des élections. Il y a peut-être un réflexe aussi des électeurs qui consiste à ne pas mettre à la tête du pays un parti finalement dont on ne sait rien en termes de capacité de gouvernement au moment où ça va mal. Il y a autre chose aussi, c'est que je pense que il y a en effet l'argument, je pense que si vous voulez, l'argument anti-Front National tel qu'il est pratiqué par la gauche, la droite, l'extrême gauche classique, je pense ne fonctionne plus, c'est-à-dire celui du Front républicain. Donc la grande union des partis démocrates des républicains contre la menace fasciste. Voilà, exactement. Et ça, je pense que non seulement c'est politiquement, on l'a vu en fait lors des élections présidentielles, ça n'a pas très bien fonctionné parce que on n'a pas observé le grand ralliement qui avait été celui d'avril 2002 pour faire barrage à Jean-Marie Le Pen, mais je pense que depuis plusieurs années dans l'opinion publique, non seulement ce discours n'est plus efficace, mais il a eu au contraire tendance à conforter le Front National. Par contre, l'argument je pense qui est plus efficace, c'est celui qui concerne la capacité du Front National à gouverner. Or, le moment charnière, évidemment, ça a été le débat du 4 mai. Si on compare le niveau de ce débat aux débats présidentiels qui ont précédé, il y a une rupture en termes de niveau. C'est-à-dire que le débat est d'un niveau affligeant, en fait, quoi. Et plusieurs ont suggéré qu'à ce moment, la campagne de Marine Le Pen, qui n'avait aucune chance de gagner, sans aucun doute, mais c'est à ce moment-là qu'elle part en vrille, qu'elle se décompose et c'est à cause de ça qu'elle aura finalement un résultat assez humiliant. Je crois que dès le départ, elle n'a pas fait une très bonne campagne. Il y a aussi cette tentation du Front National de faire ce que un ami, auteur d'un récent ouvrage, Rémi Lélian, appelle un gramscisme de droite. Oui. C'est-à-dire de finalement essayer de faire ce que la gauche a fait, mener le combat culturel, la bataille des idées, gagner la bataille des idées sur tous les fronts, et le Front National a donc essayé de gagner du terrain sur des thèmes de gauche pour essayer de rassembler ces deux électorats plus institutionnels de droite, électorat de gauche. Donc en gros, faire une alliance Le Pen-Mélenchon, à tout le moins rassembler politiquement les électeurs qui se reconnaissent dans cette posture oppositionnelle. Essayer d'aller draguer les électeurs de la France insoumise. Or, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que ça a eu pour effet de brouiller finalement une partie du discours du Front National. Et à cela s'ajoute l'impression peu à peu d'amateurisme qu'a pu donner le Front National, qui a peut-être amené... Il ne faut pas négliger la part des indécis dans les élections françaises depuis 15 ou 20 ans. Cette part des indécis qui peut être tentée de voter Front National ou voter Front National, mais qui n'adhèrent pas, disons, fondamentalement au parti, même s'ils adhèrent à une partie de ses idées, en fait.
Alors, je me permets de poser cette question. Quand on pense au Front National, il y a une forme de discours entendu, une forme de politologie militante qui veut y voir l'éternel retour de la bête immonde et ainsi de suite. Donc, on l'inscrit exclusivement dans l'histoire de l'extrême droite française. Cela dit, ce parti a moins prospéré sur ce qu'on pourrait appeler son noyau idéologique initial qu'en s'emparant quelquefois de préoccupations qui étaient traditionnellement celles de la gauche ou de la droite. Alors, la question que je vous poserais, c'est quels sont les moteurs qui ont, malgré sa défaite récente, quels sont les moteurs idéologiques et politiques ou sociaux qui ont alimenté la poussée pendant de nombreuses années du Front National? Il y a un moteur qui est plus transnational, c'est le rejet par une partie de la population de la mondialisation et de ses conséquences. On peut dire que ça a été un facteur aussi de la victoire de Donald Trump aux États-Unis, ou que des partisans du Brexit au Royaume-Uni. C'est aussi un moteur de la montée en puissance de l'AfD en Allemagne. Il y a la paupérisation d'une partie des classes moyennes dans ces pays, qui alimente un ressentiment qui profite au Front National, mais aussi aux forces politiques que j'ai citées dans ces autres pays. Par ailleurs en Europe, plus particulièrement, la pression migratoire, la crise migratoire, comme on l'a appelé, qui a contribué à, disons en apparence, à renforcer le Front National. Je dirais qu'il y a un paradoxe du Front National, c'est que le Front National a prospéré finalement en faisant fructifier des thèmes qui ont été abandonnés en France par la gauche et la droite. Certains thèmes qui sont quasiment devenus tabous. Le communautarisme, l'insécurité, l'immigration. Le fait que ces thèmes aient été abandonnés au Front National lui a permis de prospérer, mais ce n'est pas parce que le Front National se saisit de ces thèmes qu'il propose forcément des solutions raisonnables. Et ce qui est apparu, je pense, en 2017, à l'occasion de l'élection de la victoire d'Emmanuel Macron, c'est que finalement, le Front National était apte à porter ces thèmes en politique, mais pas forcément à en tirer des solutions de gouvernement qui soient viables ou raisonnables. Vous avez évoqué la rupture macronienne tantôt en disant que c'est une rupture qui était peut-être plus qu'une rupture strictement médiatique. C'était le sentiment, au tout début, certains disaient Macron c'est la poursuite de Hollande avec un nouveau costume. Là, il y a une rupture. Plusieurs disent non, il y a une rupture sérieuse. C'est ce que vous soutenez. La rupture macronienne est une rupture qui aurait finalement peut-être une substance politique. Vous dites, il a compris le malaise français, il était capable d'en jouer pour se faire élire. Selon vous, quel est le sens de cette rupture macronienne? S'agit-il simplement d'un renouvellement du personnel politique ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond à travers ça? Eh bien, en effet, je pense que j'ai jamais pensé que Macron était un pur produit hollandien ou une marionnette hollandienne destinée à finalement à poursuivre le gouvernement Hollande, alors que François Hollande s'avérait dans l'incapacité de se représenter à une élection présidentielle et surtout d'avoir la moindre chance de la gagner. Je pense qu'Emmanuel Macron, les électeurs d'Emmanuel Macron ne sont pas des robots manipulables à loisir, et je pense que Emmanuel Macron a réellement basé sa victoire sur un mécontentement, sur un mouvement de rejet des anciennes élites politiques, une volonté de la population de balayer une partie des têtes du PS ou des Républicains. Alors, je crois que ça s'est vraiment matérialisé dans les premiers mois de la présidence de Macron, c'est-à-dire qu'il y avait un désir de verticalité, d'autorité. Ah oui, qu'il incarnait, qu'il parvenait, comme s'il il avait l'intuition qu'il ne devait pas céder sur la question de la verticalité et de l'autorité, comme si il pouvait avoir des réformes de gauche, de droite, peu importe, mais il devait restaurer l'autorité de l'État d'abord et avant tout. Oui, et je pense qu'en fait c'est un désir réel au sein de la population française. Je crois que pour refaire un petit détour sur la question du Front National, beaucoup de commentateurs avec beaucoup de mauvaise foi en France qualifient la France de pays affreusement xénophobe et raciste. Or, je dois avouer que plus je vois d'autres pays, plus je voyage, je ne parle pas ici du Québec évidemment, mais je trouve que la France, c'est à la lumière des attentats de ces dernières années, est un pays qui est quand même relativement modéré sur la question, c'est-à-dire qui est capable d'une profonde résilience en fait.
Par contre, il y a un désir en France d'autorité, de retour à une forme de verticalité et une sorte de désarroi vis-à-vis de ce qui est interprété comme une déliquescence profonde des forces politiques. Et ça, je pense qu'Emmanuel Macron a eu un moment l'intelligence de le sentir, en fait, de la même manière qu'il a eu l'intelligence de sentir qu'il y avait tout de même un désir de réforme, en fait. Je ne sais pas s'il va réussir à les mener à bien ou s'il va avoir, disons, il a eu l'intelligence politique de se saisir de ce désir pour gagner le pouvoir. Maintenant, on a observé que les derniers dirigeants français les derniers dirigeants français ont été très forts pour gagner le pouvoir, pas forcément pour l'exercer. J'espère que ça ne va pas être le cas avec lui. Mais il a saisi ce désir et il a saisi aussi, à un moment, il a su saisir tout simplement l'impuissance de ses adversaires, en fait. Alors, il saisit l'impuissance, il comprend le désir d'autorité. Néanmoins, il semble y avoir, et vous me corrigerez si je me trompe, une contradiction à tout le moins apparente, ou un paradoxe à tout le moins, entre d'un côté, on sentait monter en France d'une manière ou de l'autre, par différents indices, vous l'avez dit, une inquiétude par rapport à la pression migratoire, une inquiétude par rapport à l'Europe, une inquiétude très nette par rapport à ce qu'on pourrait appeler espèce de climat libertaire d'une manière ou de l'autre. Hein. Sarkozy, en 2007, s'était fait élire sur une espèce de discours anti-mai 68 et tout ça. Or, puis on pourrait multiplier les livres qui avaient le plus de succès étaient des livres qui étaient dans cet état d'esprit. Éric Zemmour. Villiers, Buisson, qui faisaient un procès très net d'espèce de déliquescence néo-68arde. On peut penser aussi au référendum en 2005 sur l'Europe où les Français avaient rejeté la Constitution européenne et plus largement voulaient envoyer un signal de retour à l'État-nation. On peut penser à l'inquiétude, je l'ai dit, devant la pression migratoire et le désir d'identité nationale. Pourtant, Emmanuel Macron, selon toutes les apparences, à tout le moins au début, était un candidat qui s'inscrivait en contradiction avec ces tendances que l'on croyait lourdes de l'opinion. Comment expliquer cette espèce de contradiction, à tout le moins apparente, entre un président qui non seulement n'épouse pas les aspirations profondes du pays, mais semble les confronter et parvient néanmoins à se faire élire avec un score plus qu'honorable, tout à fait significatif et même sous le signe du triomphe? Alors, tout d'abord, je voudrais... évoquer en fait l'intelligence politique d'Emmanuel Macron qui a su saisir le kairos, le moment, oui, pour assurer sa victoire en politique. Je ne voudrais pas qu'on en déduise que j'idéaliserais forcément la figure d'Emmanuel Macron. Au contraire, je suis empreint d'une réelle méfiance vis-à-vis de l'évolution de des prochains mois. D'ailleurs, à mon avis, le test le plus dur à passer pour lui sera le test de la rue en septembre, par lequel devront passer ces prochaines réformes. Avec les réformes de la loi travail, le code du travail, et ainsi de suite. Notamment. Je pense par ailleurs que ce rejet, cette inquiétude vis-à-vis de la pression migratoire, cette inquiétude, je pense, qui au-delà de la pression migratoire, vis-à-vis de la dilution de l'identité française dans l'Europe, cette inquiétude vis-à-vis des conséquences de la mondialisation, tout ceci n'a pas disparu, bien au contraire. Et c'est pour ça que je pense que la position d'Emmanuel Macron et la situation de la France actuellement reste dangereuse. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que Emmanuel Macron, qui incarnait finalement, en effet, qui, comme vous le dites, est un candidat européiste, progressiste, libéral, alors que le pays semble au contraire plus tenté par le conservatisme, par peut-être pas l'antilibéralisme, mais au moins l'anti-européisme. Je pense tout d'abord que parce qu'il est élu, parce qu'il semble incarner une solution politique nouvelle, une forme de renouvellement, ça je crois qu'il ne faut pas le nier. De la même manière que Nicolas Sarkozy était arrivé un peu comme un chien dans un jeu de quilles, si vous me passez l'expression, ou du moins comme une météorite dans le paysage politique, Macron débarque de nulle part et incarne peut-être pas une forme de renouvellement, mais au moins quelque chose de nouveau. Or, je parlais tout à l'heure d'immobilisme. Face à l'impression d'immobilisme profond que laisse le quinquennat Hollande, on a l'impression de revenir à l'immobilisme chiracien, enfin on revient 10 ans en arrière, c'est en mesure de séduire une partie de l'électorat.
Emmanuel Macron venait du système politique, disons, il avait été intégré au cœur du système politique, au cœur du système économique. Pourtant, il a été capable d'incarner une candidature de rupture, c'est-à-dire il a créé un parti, il a cherché à créer quelque chose de neuf. Je me permets de faire un lien un peu étrange, peut-être avec Donald Trump, c'est-à-dire qu'il est aussi une figure hors circuit, hors système, qui réussit à s'emparer, dans son cas, d'un des pôles de la vie politique américaine. Est-ce que cette émergence de figures qui ne sont pas dans le circuit attendu de la promotion vers le pouvoir, c'est-à-dire des gens qu'on sait qu'un jour ils seront premier ministre ou président, on le sait à l'avance depuis 20 ans qu'un jour ça va être leur tour, est-ce que la poussée de ces figures-là, donc un peu hors système d'une manière ou de l'autre, est-ce que ça nous en dit beaucoup sur la crise de la représentation, la crise des partis politiques, la crise des forces politiques présentes, et dans quelle mesure seront-ils capables, ces figures-là, de transformer en succès durable ce qui peut être vu sur le coup comme un bon coup réussi, mais qui peine à s'institutionnaliser? Comment être capable d'inscrire, autrement dit, dans la durée, ces figures sorties un peu des marges, d'une certaine manière? Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous évoquez quand vous comparez Emmanuel Macron à Donald Trump. Même si ça peut sembler étrange de comparer deux personnalités qui a priori n'ont rien à voir, leur parcours est d'une certaine manière similaire. C'est-à-dire que Macron, comme Donald Trump, dispose aussi, il ne faut pas l'oublier, de relais financiers qui vont lui servir à porter une campagne. Il ne faut pas oublier que Macron a été chez Rothschild, qu'il a été aussi à Bercy, au ministère de l'économie. Il dispose de relais puissants qui lui permettent tout de même de financer en quelques mois, de monter un parti, de financer une campagne et de s'imposer rapidement comme un prétendant très sérieux à la course à la présidence, de même que Donald Trump a été capable, en utilisant ses relais et sa fortune personnelle, de s'imposer, de passer d'une figure d'outsider qui est créditée d'à peine 2% des suffrages à une figure de prétendant sérieux lors de la course à la Maison-Blanche. Alors, je crois que ici, il faudrait presque reconsidérer le code génétique des systèmes représentatifs, en fait. Je crois que c'est Madison dans The Federalist Papers qui avait dit que finalement, il valait mieux un système en fait qui désignait des représentants élus qui prennent des décisions à la place du peuple, puisqu'il valait mieux des représentants élus qui ne représentaient pas forcément le peuple, plutôt qu'un peuple incontrôlable qui prenne des décisions la crainte des humeurs populaires. C'est la crainte des humeurs populaires. Mais alors, le pendant de cela, évidemment, c'est que ces représentants élus qui... Vous savez, c'est Rousseau qui disait, je crois, du système anglais, les Anglais croient être libres, cependant, quand ils ont voté, ils retombent en esclavage. Ça suscite dans les systèmes représentatifs une détestation des figures politiques qui est tout de même un fait historique qui s'inscrit dans la durée, un fait historique récurrent dans l'histoire de nos systèmes représentatifs. Et donc, cela explique quelque part peut-être que l'émergence de figures d'outsiders, de figures qui ne viennent pas du sérail et qui peuvent s'imposer auprès des électeurs en utilisant au départ une rhétorique anti-système. Et ensuite, par un effet d'auto-entraînement, je dirais, la crédibilité de leur candidature en tant que chef de gouvernement, va s'imposer à l'électorat. C'est-à-dire que les pronostics favorables et les sondages favorables vont entraîner des pronostics favorables et des sondages favorables. Je vous relance sur une question qui me semble très importante. Vous avez noté effectivement les moyens considérables d'un Trump, qui étaient ses propres moyens. Bon, le fait que Macron, aussi outsider soit-il, disposait quand même de l'appui d'une partie des milieux économiques. Oui, Macron, c'est un faux outsider. Voilà. Donc, il me semble-t-il qu'il faudrait peut-être distinguer deux figures de l'outsider dans la politique contemporaine, c'est-à-dire celui qui vient effectivement des marges et qui conteste le système politique tel qu'il est. Donc, c'est quelquefois effectivement les figures des populistes à l'état pur, appelons ça des gens qui constituent une force à partir des marges et qui cherchent à l'imposer au pouvoir, et ceux qui viennent du système politique d'une manière ou de l'autre et qui jouent la rupture sur le plan du style, très certainement, qui jouent la rupture par rapport aux élites, mais qui, on ne sent pas chez eux d'une manière ou de l'autre, pour le meilleur et pour le pire, une rupture programmatique. Donc, est-ce qu'il y a différents types d'outsiders dans la politique contemporaine, et si oui, quels ceux qui ont du succès en un sens?
Il y en a différents types. On va reprendre les exemples de Donald Trump ou d'Emmanuel Macron qui partagent en effet cette percée très rapide, cette percée politique très rapide, mais qui ne sont pas, non seulement qui n'ont pas les mêmes personnalités, mais qui n'ont pas été élus sur le même programme. Donald Trump, lui, a capitalisé sur, je dirais, un véritable vote de désarroi. Il faut se rappeler, je pense, ce qu'a représenté la crise de 2007-2008 pour la population des États-Unis, ou pour une partie de la classe moyenne, qui a été terrible en fait pour une partie de cette classe moyenne. Emmanuel Macron, lui, c'est un faux outsider. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas tout à fait au sérail politique, mais il a quand même été ministre de l'économie. Sa carrière politique est très récente, donc il s'inscrit en cela. Il est en opposition avec les vieux ténors du Parti Socialiste, voire des Républicains, mais il se fait élire sur un discours qui reste très progressiste. Alors, je dirais juste que ce qui me semble avec Emmanuel Macron, c'est que de la même manière qu'il a été capable de saisir le mécontentement qui animait la société française, il est aussi capable de séduire, on va dire, soit les classes moyennes libérales, ou les classes moyennes, on va dire les classes moyennes supérieures progressistes, en proposant une sorte de vraie formule du progressisme. C'est-à-dire que il saisit, Macron aussi, que le système mitterrandien arrive à sa fin. C'est-à-dire que ce que j'appelle le système mitterrandien, c'est le fait que le Front National bénéficie un petit peu de l'aide de François Mitterrand et de la proportionnelle pour débarquer en politique en 86, et va devenir la mauvaise conscience permanente de la droite, qui va chercher pendant 20 ans, 30 ans à constamment se différencier du Front National et du coup abandonner une partie de ses thèmes politiques au même Front National. Mais Macron va aussi comprendre que dans ce système mitterrandien, le PS a peut-être fait son temps. C'est-à-dire que en termes de progressisme, en fait, le PS n'est plus capable depuis des dizaines d'années que de proposer qu'un progressisme sociétal. Or, Macron arrive en disant finalement je ne suis ni de gauche ni de droite, la société française est bloquée, je me propose de la débloquer et d'être le garant d'un véritable progressisme qui va rendre à la France la place qu'elle n'a plus dans l'Europe et le monde. Sur cette question du progressisme, nous allons à la pause pour quelques instants. Nous reviendrons, je vous relancerai très directement sur cette question progressisme et conservatisme dans la politique française d'aujourd'hui. Nous revenons, chers amis, dans quelques instants à la vie des idées. Chers amis, nous sommes de retour à la Vie des idées pour la deuxième partie de cet entretien avec Laurent Gaillard, qui est enseignant en classe préparatoire, politologue, historien, collaborateur au magazine Causeur et la revue Les Deux Mondes, et fondateur d'une revue qui paraîtra à partir de l'automne, Idiocratie, consacrée aux réflexions sur les grands enjeux du monde contemporain. Et dans notre discussion, nous en étions rendus à la question très intéressante du progressisme d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, voilà un candidat qui se réclamait du progressisme de manière explicite, qui en faisait son étendard, dans un pays que l'on disait de plus en plus tenté par le conservatisme. Paradoxe pour certains, décomposition de l'illusion conservatrice pour d'autres. Alors, Laurent Gaillard, la question que je vous poserai est toute simple. On a dit pendant des années, à tout le moins pendant plusieurs mois, que dans la bataille des idées, la gauche avait perdu et qu'il y avait une forme de moment d'ébullition conservatrice. Il y avait une nouvelle hégémonie conservatrice en France. Est-ce que vous partagez cette lecture de la situation? Est-ce que la gauche avait vraiment perdu la bataille des idées? Est-ce que la droite était vraiment en train de la gagner? Alors je pense que si la gauche a perdu la bataille des idées, c'est à force de l'avoir trop gagnée. C'est-à-dire que la gauche a gagné la bataille des idées, elle a peut-être pas gagné la bataille des idées, mais du moins elle a gagné la bataille des médias. Et ce, depuis, je ferais presque remonter ce phénomène à 1945 en fait. C'est-à-dire que dans l'histoire française, la droite est évidemment décrédibilisée par les 4 années d'occupation. Il y a aussi l'influence de mai 68. Et dans les médias français sont en grande majorité plutôt acquis aux idées de gauche. Le problème est que ça génère dans un pays comme la France un décalage
entre une partie du discours médiatique, j'ai bien une partie, il ne faut pas exagérer, tout le discours médiatique, évidemment pas de gauche, une partie du discours médiatique et une partie des aspirations de la population. C'est-à-dire une impression de décalage de plus en plus surréaliste entre le discours politique et médiatique et ce que la population croit observer ou vivre dans le réel. Alors d'ailleurs, c'est devenu quasiment un élément de langage médiatique, c'est-à-dire d'opposer le réel le pays des médias et le pays du réel. Et donc, il y a en effet un conservatisme intellectuel qui va réussir depuis plusieurs années, depuis quelques années, à revenir sur le devant de la scène en utilisant en fait ce décalage, du moins en soulignant ce décalage entre le discours médiatique et la situation du pays. Il y a aussi, je pense, peut-être l'hystérie à un moment d'une partie de ce qu'on qualifie avec avec une certaine ironie de gauche bien pensante qui va, disons, traquer le réactionnaire, le penseur fasciste un peu partout. À la recherche du dérapage, pour donner une contravention idéologique. Dérapage, voilà. Alors, je crois que le point de départ de ça, c'est il y a la publication du le rappel à l'ordre de Nadia Lindenberg. Voilà, du livre de Lindenberg en 2002. Oui. Donc, qui pointe du doigt les nouveaux réactionnaires. Et puis, à partir de là, ça ne cesse pas, quoi. C'est-à-dire que les listes sont régulièrement mises à jour. Le problème de ce discours, c'est qu'il est très entendu dans les médias, mais il suscite de plus en plus l'irritation de ceux qui voient... D'ailleurs, je pense à raison, à un moment, un certain cloisonnement, tout simplement, du discours médiatique et intellectuel. C'est-à-dire qu'on ne peut, il ne s'agit pas évidemment d'avoir des discours d'un réactionnisme ou d'un racisme enflammé dans les médias, mais bon, il s'agit quand même de pouvoir discuter. Or, à un moment en France, il y a l'impression dans les grands médias, on ne peut plus tout à fait discuter, ou du moins qu'on est toujours soumis à un constant rappel à l'ordre. Et donc, ça, je pense que voilà, c'est là-dessus, la gauche perd à un moment, justement, la bataille des idées. Alors, elle la perd aussi d'une autre manière, c'est que, elle la perd tout en demeurant dominante, si vous me permettez. C'est-à-dire, elle demeure dominante dans l'université, elle demeure dominante dans les médias. Elle conserve la capacité d'expulser du système médiatique ceux qui sont trop en désaccord avec elle, sauf pour quelques exceptions. Elle conserve néanmoins le pouvoir d'étiqueter politiquement des forces politiques, donc en leur collant la sale étiquette de populiste ou d'extrême droite. C'est ce qui fait qu'elle perd à un moment cette bataille des idées. C'est-à-dire que la gauche les milieux de gauche, alors je distinguerai ici évidemment la gauche du gouvernement, de la gauche intellectuelle, mais si je prends l'exemple de la gauche intellectuelle qui est en effet dominante à l'université, dans les médias, en sciences politiques en France, à l'université, c'est quand même très prégnant, elle perd la bataille des idées parce que elle donne l'impression que de force politique, elle est passée au statut de nouvel ordre moral. Alors, mais ce nouvel ordre moral est-il efficace? Est-il capable? Fait-il encore sentir appelons ça son autorité? Est-il encore capable de disqualifier moralement, d'ostraciser médiatiquement, politiquement certaines figures? Ou est-ce qu'il conserve, autrement dit, son efficacité? Alors, il conserve une partie de son efficacité. Il conserve une partie de son efficacité dans les médias, dans l'université. Néanmoins, il y a un autre phénomène entre l'apparition du bouquin de Lindenberg en 2002 et aujourd'hui, c'est la démocratisation d'Internet, et notamment les réseaux sociaux. Qui fait apparaître la possibilité d'une parole contestataire qui échappe complètement au code de la respectabilité médiatique. Oui, alors jusqu'à l'excès. Jusqu'à l'excès ou aux plus grandes outrances, puisque avec comment dire, notamment l'apparition des réseaux sociaux, ce qu'on voit aussi se développer, c'est le complotisme, le complotisme numérique. La foule en colère. La foule en colère, le règne, c'est le règne du commentaire, du commentaire d'ailleurs vitupérant, hargneux. Là, plus que jamais, on est vraiment dans l'entreglosement dont parlait Montaigne, et lui en parlait à propos de la floraison de commentaires à la Renaissance qui avait permis l'imprimerie. Avec Internet, évidemment, on est dans le règne du commentaire. Mais bon,
voilà, la démocratisation d'Internet, ça permet aussi d'instituer des tribunes d'expression qui sont peu soumises ou pas soumises au contrôle des grands médias et qui finissent par prendre de vitesse, tout simplement, les grands médias, papier, Internet, télévision, radio. Bon, il suffit de voir l'influence aujourd'hui de Twitter en politique. C'est-à-dire je remarque qu'un personnage politique aujourd'hui ne proclame plus ou ne déclare plus, il tweet. Oui. Mais en fait, il y a, est-ce que je vous entends, et est-ce qu'on pourrait dire que les médias ont été de plus en plus perçus par bien les Français, mais je crois que ça pourrait s'appliquer à bien d'autres pays en Occident, les médias n'ont plus été perçus comme l'espace du débat permettant la mise en scène des enjeux sociaux, des controverses sociales et politiques, mais comme un pouvoir qu'il fallait contester. Autrement dit, est-ce qu'on a vu les médias non plus comme le lieu où la société se met en scène dans ses débats et ses controverses et ses divisions, mais comme un pouvoir en tant que tel qui empêchait la tenue de certains débats, la tenue de certains échanges, la tenue de certaines conversations publiques d'une manière ou de l'autre. Ah, il est très clair que sur Internet, qui est devenu une plateforme d'expression incontournable, et dans l'opinion, la crédibilité des médias a été extrêmement entamée depuis les 10 ou 15 dernières années, voire même depuis un peu plus longtemps. C'est un phénomène qui peut être aussi dangereux, puisque on est en effet entré, je parlais tout à l'heure de complotisme, dans l'ère de la contre-vérité ou de la manipulation du fait pour servir des enjeux politiques. Mais il est clair qu'en effet, les médias aujourd'hui apparaissent, c'est le cas en France, mais je pense que c'est le cas aussi en Amérique et en Europe, apparaissent comme une forme de pouvoir, alors qu'ils étaient censés incarner une forme de contre-pouvoir. En France, c'est encore plus vrai, je pense, parce qu'il y a peut-être plus encore que dans les pays anglo-saxons une collusion, on va dire, un peu historique entre le pouvoir politique et pouvoir médiatique. Néanmoins, cette collusion est grandement exagérée, et cette exagération montre à quel point nos grands médias ont perdu leur capacité à convaincre l'opinion et à apparaître comme crédibles auprès de l'opinion. Au contraire, ils sont de plus en plus souvent dénoncés comme des serviteurs du discours politique, entre guillemets, du discours institué, sans qu'on sache exactement quel est ce discours institué. On a souvent dit ces dernières années, je dirais que chaque fois qu'on parle du clivage gauche-droite, on trouve des gens pour dire que c'est un clivage périmé. Donc, le clivage gauche-droite est là pour être à la fois confirmé et remis en question systématiquement. On a cherché de nouveaux clivages pour définir la politique française, mais encore une fois, je le dis, pour parler de la politique dans l'ensemble des pays occidentaux. Certains ont parlé de clivage conservateur progressiste, d'autres ont dit le clivage souverainiste mondialiste, certains ont parlé d'un clivage plus sociologique entre les enracinés et les nomades ou les cosmopolites. Est-ce que les clivages politiques traditionnels auxquels on était habitués rendaient encore compte d'une manière efficace des controverses ou des tensions qui traversaient nos sociétés? Et si tel n'est pas le cas, quelle est la valeur des nouveaux clivages qu'on nous propose médiatiquement pour nommer ces tensions politiques et idéologiques? Bien, la capacité des forces politiques traditionnelles françaises, c'est-à-dire celles qui finalement naissent sur les bancs de l'Assemblée après la Révolution française, leur capacité à synthétiser les différents clivages qui animent le pays, elle semble être contestée aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que le clivage gauche-droite a complètement disparu. Je mettrai en valeur un premier clivage, disons, qui est celui qui existe entre souveraineté nationale et souveraineté populaire. C'est-à-dire que, pour vraiment caricaturer, le clivage qui pourrait s'établir entre Jean-Jacques Rousseau et la BCIS. C'est-à-dire l'idée, d'un côté, que le pouvoir des élus doit être strictement contrôlé et révocable à loisir, ce qu'a mis en avant quelque part Jean-Luc Mélenchon lors de sa campagne, et l'idée qui est plus celle de CIS, qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure, que le pouvoir populaire, l'expression populaire, doit être, au contraire, canalisé par le système représentatif. En même temps, CIS, comme Rousseau d'ailleurs, est un penseur politique extrêmement intéressant qui reconnaît
la force du mouvement populaire, Ouais, en ouais, fait. Alors, il y a ce clivage-là, en fait, qui est à la base du système politique français tel qu'il s'institue après la Révolution française, mais que l'on retrouve de la même manière aussi dans la réflexion politique qui prélude à la fondation des démocraties américaines. Donc il y a ce clivage-là et qui est constamment ramené sur le devant de la scène, c'est-à-dire qu'on reproche à nos élus de trahir constamment le peuple, et en même temps on va reprocher au peuple d'être ingouvernable. À ces clivages aujourd'hui s'ajoute le contexte nouveau qui est celui de la mondialisation, c'est-à-dire que bon, le clivage qui apparaît comme étant à la base de la montée en puissance des populismes, c'est l'acceptation ou le rejet de la mondialisation. Je dirais pas du libéralisme, parce que le libéralisme est une... C'est très très vaste. C'est la démocratie libérale, c'est le pluralisme d'opinion, c'est le droit de propriété, c'est beaucoup de choses, le libéralisme. Et des deux côtés de l'Atlantique, on n'a pas la même définition de libéralisme, déjà, donc qui sont quasiment des définitions finalement opposées, en fait. Donc, il y a, je dirais, la position par rapport à la mondialisation et à ses conséquences, en fait. Et ce que ça veut dire pour la survie ou l'affirmation des nations ou du sentiment national. Donc, ce clivage-là, à mon sens, il est très important parce que je parle ici du clivage qui... mondialisation... Oui, mais ce qu'on dit souverainisme mondialiste. Souverainisme mondialiste, voilà, pour résumer. Parce que, eh bien, il fédère quand même beaucoup de craintes et beaucoup d'angoisse, c'est-à-dire l'angoisse de voir sa communauté, appelons-la communauté nationale, communauté culturelle, communauté, se dissoudre dans un grand tout, ce qui suscite des angoisses beaucoup plus concrètes, c'est-à-dire avec cette dissolution, de voir finalement également la dissolution du pouvoir politique et quelque part la dissolution ou la disparition de ce qu'on pourrait appeler le pacte, le contrat hobbesien, c'est-à-dire qui garantit quand même la sécurité et les libertés de chaque citoyen. Il y a cette crainte derrière, en fait, c'est-à-dire que de voir avec la porosité des frontières ou avec l'impuissance du politique, voir se déliter nos sociétés, en fait. Oui, alors, c'est une des angoisses qui semble assez présente dans les sociétés contemporaines, celle de l'angoisse d'une dissolution de la patrie, disons ça comme ça, qui est contestée souvent. On veut y voir l'expression d'une phobie, d'un dérèglement psychiatrique, d'un dérèglement psychique. Il n'en demeure pas moins que c'est une angoisse qui motive une bonne partie du corps électoral, c'est-à-dire qui n'a plus l'impression de voter simplement pour un choix politique ou un autre, mais pour la survie même de l'entité nationale. Oui, tout à fait. Et je dirais que c'est l'angoisse qui... c'est une angoisse qui ressurgit à la faveur du contexte qui suit la fin de la guerre froide, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'on a cru, en fait, pendant... on a beaucoup glosé sur la fameuse fin de l'histoire de Fukuyama. Je pense qu'en même temps, la fin de l'histoire de Fukuyama l'expression en elle-même a été mal comprise. Oui, et peut-être que le bouquin de Fukuyama a été aussi mal compris. Mais il y a cette idée après la guerre froide, que, du moins dans les sociétés occidentales, qu'on arrive à une forme d'ère de paix perpétuelle, et la remise en cause très rapide et très violente de cette idée avec les crises qui éclatent au Moyen-Orient notamment, mais dans d'autres parties du monde, les bouleversements qui accompagnent la mondialisation, eh bien, alimentent une nouvelle angoisse, celle de voir finalement la communauté nationale disparaître. Cette angoisse se substitue peut-être un nouveau clivage à celui qui était alimenté, je dirais, par l'opposition entre capitalisme et communisme au cours de la guerre froide. Alors, on a vu, vous avez évoqué le clivage par rapport au concept de la souveraineté, vous avez évoqué par rapport à la mondialisation, on évoquait aussi... Macron lui-même parle conservateur progressiste. Bon, néanmoins, lorsqu'il y a 15 clivages, c'est qu'il n'y en a aucun. C'est-à-dire il y a une forme d'éclatement. Comme je me dire, nos sociétés ne savent non plus ce qui les rassemble, mais savent même plus ce qui les divise à certains égards. Alors, la question qu'on pourrait se poser là-dedans, c'est est-ce qu'on est dans une phase de recomposition de la vie politique et intellectuelle? Est-ce que les citoyens comme les intellectuels, les politiques, cherchent les nouveaux clivages les plus stables autour desquels asseoir les oppositions politiques? Parce qu'à voir aller le macronisme pour l'instant,
l'instant, j'ai l'impression que la tentation du macronisme, c'est de dire qu'il y a un grand parti central, le parti de la raison, le parti de l'intelligence, qui abrite des distinctions, des nuances de sensibilité, des désaccords raisonnables entre gens civilisés à l'intérieur du grand parti macroniste. Et quant aux oppositions de fond, aux oppositions substantielles, elles sont reléguées dans les marges comme si elles relevaient automatiquement de l'extrémisme d'une manière ou de l'autre. Comme s'il n'y avait pas de débat politique possible entre des conceptions certes contrastées, mais également raisonnables. Comme si autrement dit, si les intelligents, les raisonnables, les rationnels devaient être macroniens d'une manière ou de l'autre. Est-ce qu'on est dans cette tentation-là en France en ce moment de voir le grand parti central absorber toute la vie politique en laissant dans les marges des oppositions plus substantielles? Alors, ce qui est clair, c'est que, là encore, en termes de stratégie politique, Macron a tout fait pour diviser, pour mieux régner. Il a siphonné une partie du Parti Socialiste. En fait, bon, disons que, pour résumer, pendant que avec le Parti Socialiste, pour moi, il avait perdu les élections dès l'annonce des résultats de la primaire de gauche, en fait. Tandis que Hamon était en train de courir derrière Mélenchon, le reste du parti était occupé à se déchirer et à éclater entre valsistes et frondeurs. Il a su, donc, que Macron a su aussi diviser à droite, donc il profite des divisions de ses adversaires. Ce n'est pas pour autant la première fois qu'on a une large majorité qui est acquise, soit à droite, soit à gauche. C'est arrivé sous Mitterrand, c'est arrivé, il me semble, au moment de la cohabitation entre Balladur et Mitterrand en 93, il y a une très large majorité qui est acquise à droite. J'ai l'impression que Macron assume sa position de président jupitérien et que, en fait, la République en marche, c'est surtout, on va dire, un mode d'emploi, plus qu'un parti, un mode d'emploi politique pour tenir l'Assemblée et lui permettre d'assumer plus facilement sa position de président jupitérien. Je ne suis pas sûr que la République en marche ne devienne pas elle-même un problème en tant que majorité difficilement contrôlable dans les mois à venir. Et d'ailleurs, les premières fissures commencent à apparaître au sein même de la République en marche. Il nous reste une dizaine de minutes à peine, un peu moins en fait. J'aimerais vous ramener sur deux questions qu'on a abordées un peu, mais rapidement, sur deux événements politiques majeurs des derniers temps, évidemment, qui sont dans un autre esprit, c'est le moins qu'on peut se dire, que l'esprit macronien. Donc, d'un côté, c'est Trump, et de l'autre côté, c'est le Brexit. Alors, comment, tout en ayant à l'esprit justement cette crise de la représentation, cette crise de l'autorité, ce désir d'identité, tout ça, comment avez-vous compris un événement comme le Brexit et quels sont les effets qu'il risque d'avoir sur la vie politique européenne d'une manière ou de l'autre? Alors, je vais essayer de répondre en deux temps, et sachant qu'il nous reste une dizaine de minutes, finalement j'essaierai de lier le Brexit, Trump, peut-être même ce qui se passe en France, par une même question, qui est celle de la puissance et l'affirmation de la puissance. Parce que je pense qu'on arrive ici au cœur, on a parlé de clivage, de désarroi, de capacité des forces politiques à rassembler, à synthétiser ces clivages, et on arrive finalement au cœur du malaise qui peut être réuni à la fois la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, c'est au-delà même de la crainte de voir la nation se dissoudre, c'est la crainte de finalement ne plus jouer aucun rôle ou de voir son rôle, disons, international diminuer. Et cette crainte, elle est liée à celle de voir, la disparition du projet de société. C'est-à-dire que ne plus avoir aucune emprise sur l'histoire, finalement? Le sentiment d'être témoin de l'histoire sans avoir aucune emprise sur elle? Je crois qu'on se débarrasse pas de l'histoire comme ça, en fait. C'est ce que certains commentateurs ou intellectuels ont peut-être été tentés de prétendre. À un moment, on parlait de la fin de l'histoire tout à l'heure, que finalement on pouvait tirer un trait sur l'histoire de nos vieilles nations, mais on s'en débarrasse pas comme ça, et on ne se débarrasse pas non plus comme ça des peuples et de la relation des peuples à l'histoire, en fait. Il y a derrière la disparition de l'histoire la crainte, tout simplement, de voir le modèle de société
qui était incarné par le pays dans lequel on vit, disparaître lui aussi. Et je crois que ce modèle de société proposé aux populations, il passe aussi par l'affirmation de la puissance, d'une forme de puissance. Quand je dis puissance, il ne s'agit pas de quelque chose d'impérial en fait. Il s'agit de la capacité, au sens géographique, la capacité à influer sur les décisions qui sont prises à l'échelle régionale ou à l'échelle mondiale. Ce qui veut dire que le pays dans lequel vous vivez a une voix, qu'il est capable de faire porter cette voix, qu'il est capable de porter ses choix, de les faire entendre, et donc de défendre le modèle de société qu'il incarne. Le problème, c'est d'avoir un modèle de société à proposer. Et je pense que là, pour ce qui est de l'Europe, du Brexit et de la France, il y a une défaillance dans le modèle de société qui est proposé au Royaume-Uni, qui est proposé en France, même si ce sont deux sociétés différentes, et une défaillance surtout dans le modèle de société qui est proposé par l'Europe. En fait. François Mitterrand avait cru assez naïvement, je pense, qu'on pouvait partager avec le traité de Maastricht en 92, que les Français pouvaient s'adjuger le leadership politique et laisser aux Allemands le leadership économique. Le résultat des choses, c'est que les Allemands assument les deux en Europe. Et le problème aujourd'hui de l'Allemagne, il y a eu un article une une assez intéressante de The Economist qui est paru en juillet, parlant du problème allemand pour l'économie mondiale, c'est que finalement, l'Allemagne, c'est devenu un pays qui économise, mais qui n'investit plus, en fait. C'est-à-dire qui n'investit qui n'investit pas sur l'avenir, qui se contente d'économiser ses surplus, en fait, quoi. Et je crois que ça va de pair aussi avec l'impasse du projet européen. C'est-à-dire le projet européen n'est plus capable en a-t-il été capable de proposer aux populations européennes un projet d'avenir, en fait. Cela rejaillit sur la situation au Royaume-Uni ou en France, où les populations ont l'impression, à tort ou à raison, et ce qui est exploité justement par les partis populistes, que tout est dicté par Bruxelles, que les politiques n'ont plus aucune capacité de décision, et que finalement, il n'y a plus aucun projet de société viable qui est proposé. Mais quand on dit tout est dicté par Bruxelles, est-ce qu'on peut dire que c'est vrai ou est-ce que c'est c'est en partie vrai, mais c'est pas complètement vrai non plus. Disons que Bruxelles a quelquefois bon dos aussi, en fait. Même si, en effet, je pense que, à un moment, la politique des 3%, des 3% de déficit, voire même l'euro, moi je considérais que c'était un carcan monétaire. Je veux dire que quand on est passé à l'euro, moi j'étais pas du tout en faveur du passage à l'euro. Alors le problème, c'est que maintenant, une fois qu'on y est, on peut difficilement sortir. On ne revient pas. Enfin, l'histoire on ne revient pas en arrière dans le mouvement historique, en fait. Alors, il nous reste à peine 3 minutes. Je me permets une dernière question sur le phénomène de Trump, dans ce cas-là très particulier. Certains ont vu dans le phénomène Trump une volonté de rompre explicitement avec le cours d'histoire, c'est-à-dire une volonté de réaffirmation d'une politique à la fois isolationniste et de puissance pour les États-Unis, de se délivrer des codes de la morale et du droit international, à réaffirmer une conception plus classique de la souveraineté. Quand on fait le contraste entre ce que devient l'Europe actuelle et ce que devient l'Amérique avec Trump, est-ce que ce qu'on a appelé pendant un temps la faille atlantique risque de s'accentuer d'une manière ou de l'autre? Ou croyez-vous que tout cela relève surtout de l'épiphénomène et qu'en dernière instance, une forme d'unité profonde du monde occidental va se reconfirmer d'une manière ou de l'autre? C'est très difficile à dire à l'heure actuelle, puisque Trump essaye de montrer qu'il est dans une forme de pragmatisme géopolitique. Je crois que l'affaire des missiles, du bombardement de la base syrienne, c'était une manière de dire à la Russie aussi, voilà, qui est le patron. C'est en même temps un pragmatisme complètement imprévisible, parce que Trump ne donne pas l'impression forcément d'avoir une vision à long terme. En même temps, son discours en Pologne lors de sa visite en Europe, quand il a dit en fait quand il a demandé si l'Occident avait toujours la volonté de survivre, c'est quand même caractéristique d'une vision politique. Alors après, il y a une faille qui se creuse en effet entre une Europe, on va dire, qui serait emmenée par l'Allemagne plus libre-échangiste, ce qui est paradoxal parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure de l'Allemagne, et une politique américaine qui serait plus tentée par le protectionnisme. Ce qui est clair, je pense, c'est que
les menaces sécuritaires n'ont pas disparu. Ce n'est pas parce que l'État islamique disparaît à Mossoul que les menaces sécuritaires disparaissent. On n'aura pas le temps d'en parler, mais la situation politique en Algérie, à mon sens, est très inquiétante. C'est-à-dire que l'après-Bouteflika pourrait être extrêmement inquiétant pour l'Europe et pour la stabilité de la région. Et États-Unis ou Europe pourraient se retrouver sur ces questions. Ça laisse... Je terminerai peut-être là-dessus. Ça pose la question de la place de la France en Europe. Si la France a perdu le leadership politique, il est clair qu'avec le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, la France est désormais la seule puissance militaire qui dispose d'une capacité de projection en Europe, et elle se retrouve en première ligne, en fait, militairement. Sur ces réflexions qui nous amènent à réfléchir sur l'avenir de la France et son rôle dans l'Europe, et plus largement sur le rôle de la France dans le monde et sa vision dans le monde, Laurent Gaillard, je vous remercie infiniment pour votre présence aujourd'hui ici, et ce qui nous donne tout simplement envie de vous recevoir à nouveau lorsque vous serez de nouveau de passage au Québec. Alors merci infiniment. Chers amis, je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour un prochain épisode de La Vie des Idées. Merci infiniment pour votre présence et à la semaine prochaine.